Bonsoir, bienvenue au Palace, bienvenue au cinéma. On est ravis de vous accueillir ce soir pour cette nouvelle séance du Club 35. Chaque mois, on vous présente un film classique, la plupart du temps, chaque fois qu'on peut, dans sa forme originelle, en 35 mm. C'est le cas ce soir, on vous présente Ben-Hur. Ce film est présenté dans le cadre du Club 35, mais aussi dans le cadre de l'exposition que nous accueillons pour le moment, Original Soundtrack, où on vous propose des pochettes de vinyle de musique de film, des pochettes originales. Comme chaque mois, la séance vous est présentée par nos amis Fabrice Duels, scénariste et réalisateur, que j'accueille, que je demande de venir sur scène. Jean-Pierre Versker. Vas-y mollo, Jean-Pierre, ne tombe pas. Bonsoir. Conservateur et historien des techniques du cinéma. Et ce soir, on a aussi le plaisir d'accueillir Alain de Groot, qui est donc le collectionneur qui nous a prêté ses disques pour l'exposition. Donc moi, je ne vais pas aller plus loin parce que le film est long et vous avez des choses à dire. On est trois, le film fait 3h30, on va faire court. Allez, vas-y, Fabrice. On va voir un truc incroyable. J'aimerais savoir qui n'a pas vu le film sur grand écran. Ouais, c'est beaucoup de monde. Bah, moi non plus, je ne l'ai jamais vu sur grand écran. J'ai découvert ce film enfant et ça m'a profondément marqué. Bon, vous connaissez tous l'histoire. Il y a des gens qui n'ont pas vu le film. Ouais, quand même, ouais. Ouais, c'est une histoire de frères ennemis, de frères ennemis qui vont se faire la guerre dans une Judée qui est dominée par les Romains. C'est un péplum. C'est un péplum, c'est l'histoire de la chute d'un homme et de sa reconstruction. C'est un péplum, c'est les films qu'on appelait de sandales et d'épée à l'époque. Donc ça, vraiment, c'est la MGM qui contrecarre en fait l'agressivité de la télévision dans les années 50. La télévision rentre dans les foyers américains et le cinéma fait en sorte de proposer des spectacles qui soient bigger than life, quoi, qui soient absolument incroyables. Donc c'est là où on a le roi des rois, Covadis, Cléopâtre, Spartacus et ce grand film. Alors, ce film est réalisé par un immense metteur en scène. Alors, William Wyler est un cinéaste un peu oublié aujourd'hui. C'est quelqu'un qui n'a jamais été Ford et qui n'a jamais été Hitchcock, pourtant qui est probablement le réalisateur qui a rapporté le plus d'argent dans l'histoire de Hollywood. C'est vraiment incroyable. C'est un Alsacien. C'est un Alsacien qui part aux États-Unis très très jeune. Sa mère est la cousine de Karl Laemmle, qui est le fondateur de Universal. Et il commence en bas de l'échelle et il fait tous les petits jobs. D'ailleurs, figurez-vous que la première adaptation de Ben-Hur, qui est réalisée par Fred Niblo dans les années 20, Wyler est assistant sur la scène du char. Il est assistant, tout jeune, il est assistant. Donc Wyler, c'est quelqu'un qui est à l'aise dans tous les genres. Que ce soit la comédie avec Vacances romaines, que ce soit dans le polar avec Dead End ou La Maison des otages avec Humphrey Bogart, que ce soit dans le drame, je pense à La Rumeur, je pense à L'Héritière, le western de Big Country, et j'en passe. Il y a vraiment ce type Wyler a une filmographie longue comme le bras, c'est quelqu'un qui est incroyable, qui rapporte énormément d'argent, qui est capable de tout et qui est surtout bon partout. Il est bon partout. C'est quelqu'un aussi qui a été décrié forcément par les jeunes Turcs de la nouvelle vague. Et donc on a toujours un peu méprisé Wyler, mais on se aperçoit que Wyler a quand même un style très distinct. Alors bien sûr, c'est pas Ford et c'est pas Hitchcock, mais c'est quelqu'un qui a un style. Vous verrez le deep focus, donc Jean-Pierre en parlera, c'est quelque chose de très très particulier chez Wyler. C'est aussi quelqu'un qui privilégie le plan séquence, c'est-à-dire qu'il dilue la progression dramatique et qui révèle lentement les caractéristiques psychologiques de ses personnages. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut voir pratiquement dans tous ses films. C'est quelqu'un aussi qui a 12 nominations aux Oscars, ce qui n'est pas loin, ce qui est absolument incroyable, et qui a 4 Oscars du meilleur réalisateur. Quand on sait qu'Hitchcock n'a jamais eu l'Oscar du meilleur réalisateur, c'est assez troublant. Une dernière chose, pour vous parler de Ben-Hur, c'est que c'est une adaptation d'un roman, et pas n'importe quel roman. C'est l'adaptation de Ben-Hur, Tale of a Christ, qui est un roman écrit par Lewis Wallace. Et Lewis Wallace est un militaire, c'est un général qui a fait la guerre de sécession.
c'est quelqu'un qui est... c'est un juif converti, c'est un juif qui va se convertir au christianisme, et vous allez voir à quel point c'est important, parce que ce qui se passe avec Ben-Hur, c'est vraiment c'est sa conversion, en fait. C'est-à-dire qu'il épouse vraiment les contours de son personnage principal. C'est quelqu'un qui doute, qui va vraiment chuter, et qui va vraiment, à un moment donné, avoir une sorte d'épiphanie, et qui va se reconstruire. Donc il oppose, en fait, les valeurs antiques aristocratiques aux valeurs chrétiennes, qui sont des valeurs d'empathie et de compassion. Donc c'est un film qui est adapté de ce bouquin. Ce bouquin était un best-seller au début du XXe siècle. C'était un bouquin qui était aussi connu que Les 4 filles du docteur March. C'est vraiment un truc très très important. Il y a eu plusieurs adaptations. La dernière est pas glorieuse en 2016 par le réalisateur russe, là j'ai oublié le nom. Mais je voulais simplement ici vous dire que Ben-Hur est un film chrétien. Vraiment, c'est un grand film chrétien. Je pense que c'est probablement le plus grand film chrétien. C'est-à-dire que c'est vraiment un film... c'est un film qui a une puissance dramaturgique absolument incroyable, mais c'est un film de conversion. C'est un film qui, en creux, épouse les contours de l'histoire du Christ. Vous le verrez. D'ailleurs, le Christ apparaît dans le film. On ne le voit jamais de visage, mais il est de dos. Judas Ben-Hur est obsédé par la figure du Christ. Il en épouse les contours. Et c'est un film qui donne foi en l'homme, en fait. C'est un film qui nous rend un peu plus empathique à la fin du film. Donc voilà, je voulais terminer là-dessus. Bien sûr, juste une petite parenthèse sur la chaîne du char. La grande séquence du char, qui est vraiment un phénomène en soi. Le tournage est dantesque du film, mais de la scène du char aussi. Elle nécessite 3 mois de travail. Elle coûte énormément d'argent. Elle est très très compliquée à mettre en scène. Et figurez-vous que cette scène, là où je vous disais que Wyler avait été assistant sur l'adaptation du Ben-Hur des années 20, il y a un autre assistant, un jeune réalisateur italien qui va faire ses premières armes sur cette séquence à Cinecittà à Rome. C'est Sergio Leone, qui n'a pas encore fait Le Colosse de Rhodes et qui n'a pas encore tourné son premier film. Donc voilà, je laisse camarade parler de la musique du film, qui est un élément fondamental et très important. Merci beaucoup. Donc en fait, il s'agit de Miklos Rozsa. Miklos Rozsa, le compositeur, il est né en Hongrie en 1907. Il est issu d'une famille aisée et chaque année, il passe ses vacances en Hongrie. Il est subjugué là par des groupes ethniques et aux grandes dames de son père qui voulait qu'il reprenne l'entreprise familiale. Il va plutôt se lancer dans la musique, la composition principalement. Et ça va lui porter chance. Il va partir à Paris où là, il va découvrir la musique de film avec notamment la vision du film Les Misérables. Et puis, il va partir après la ville lumière, il va partir à Londres. Et là, à Londres, on va lui proposer la musique du film Le Chevalier sans armure. Et pas avec n'importe qui, avec Marlène Dietrich. Et ça va fonctionner pour lui. Il va faire quelques films, jusque quand il va rencontrer Alexander Korda, qui est un compatriote hongrois également, qui lui propose de venir composer la musique du film Le Voleur de Bagdad. Mais voilà, la guerre éclate et toute l'équipe de tournage doit partir en Amérique, aux States. Le Voleur de Bagdad va être produit, il va avoir une belle réussite. On va lui demander d'autres compositions et il va monter les échelons au fur et à mesure. Il va devenir directeur musical à la MGM. Et Miklos Rozsa, nous sommes en 1960, eh bien Miklos Rozsa, comme il est directeur, de par sa position, il peut choisir les films dont il désire composer la musique. Et il a une forte expérience. Il a réalisé Quo Vadis en 1951. 2 ans plus tard, il réalise Ivanhoe. Il va réaliser Les Chevaliers de la Table Ronde également. Donc pour lui, la musique de Ben-Hur est essentielle. C'est quelque chose qui est pour lui. Mais pour s'inspirer, il va partir 1 an et demi avec sa famille en Italie. Lorsqu'on parle encore avec sa fille qui vit encore, Juliette, eh bien, elle relate souvent ces moments passés en famille sur la Riviera italienne. Bon, il a directement compris que pour la musique de Ben-Hur, ça s'adressait à différentes ethnies, chrétiens, judaïques, sémites, romains, macédoniens aussi. Et donc, il va composer un panel de thèmes différents, des marches romaines, des fanfares aussi, et évidemment, tout ça sous un aura de sainteté, de chrétienté aussi, ce qui marchait formidablement à l'époque. C'est une musique formidable et outre, on a cité les 12 Oscars, eh bien, il va recevoir son 2e Oscar
pour le film de Bénur. Après Miklos Rozsa, ça va lui coller aussi à la peau cette histoire de film épique. Il va encore réaliser Bénur, le site, et puis on sait, il va réaliser Sodome et Gomorrhe, un film qui n'a pas bien fonctionné, et il va tomber dans l'oubliette en même temps que Les Péplums. Et puis, vers la fin des années 70, Alain Resnais, le cinéaste français, eh bien, lui qui était un grand fan de Miklos Rozsa, va l'appeler pour lui demander la musique de Providence. Et il va encore réaliser 5 autres musiques de films jusqu'à sa mort en 1996. Voilà, Miklos Rozsa, c'est un géant, quoi. Et la musique l'est tout autant. C'est probablement une de ses meilleures compositions. Voilà, je passe la parole à Jean-Pierre. Merci. Alors écoutez, ceux qui me connaissent savent que mon violon d'Ingres, c'est la forme originelle des œuvres cinématographiques. Eh bien, une fois de plus, comme c'est chaque fois le cas au Club 35, vous allez découvrir Ben-Hur exactement comme la MGM le voulait. Mais ça veut dire quoi exactement comme la MGM le voulait? Cela veut dire un respect du format image, un respect du système de couleurs, un respect du système sonore. Eh bien, cette histoire, je la dois à Yves Brasseur. Alors Yves Brasseur, vous ne le connaissez pas, mais son filleul est parmi nous, c'est Frédéric Bastin, des amis sont là aussi. Et Yves Brasseur était pour moi une sorte de maître. Il avait 6 ou 7 ans de plus que moi, et c'est lui qui m'a donné l'envie d'étudier, comme lui, comme Yves, tous ces procédés. Parce que Yves, il avait chez lui à la maison une salle de projection, 35 mm, qui est aujourd'hui la propriété de son filleul, Frédéric. Et moi, je trouvais ça formidable. J'avais 14 ans et j'ai voulu faire la même chose. Et on a tellement discuté à l'époque où Internet n'existait pas de ce que signifiait la forme originelle des œuvres qu'on a consacré chacun sa vie à cela. Yves était un véritable historien des techniques cinématographiques. C'était un technicien hors pair. Alors on dit toujours ça des morts. Ah ouais, ils sont formidables, etc., comme Brassens le dit. Eh bien, c'était le cas d'Yves. C'était vraiment quelqu'un de tout à fait extraordinaire. Et c'est lui qui ça a été mon maître. Et donc aujourd'hui, on va bénéficier de ce fruit extraordinaire que j'ai eu tout au long de ma vie. C'est grâce à ça que je suis rentré à l'INSAS, etc., etc. Pour en revenir à Ben-Hur, on se posait des questions. Sur l'affiche, on voit MGM Caméra 65, on voit Technicolor, mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on a eu beaucoup de mal à l'époque à avoir une explication. Et quand Yves s'est adressé au directeur de la MGM pour discuter de tout cela, eh bien, le directeur de la MGM lui a dit « Mais monsieur, vous êtes le premier, vous êtes le seul à me poser ce genre de questions. » Et lorsque la MGM a décidé un jour de détruire les copies parce qu'ils avaient trop de copies, ils ont décidé de donner la meilleure copie à Yves. Et vous allez voir une version de Ben-Hur, comme il est aujourd'hui, impossible à revoir en pellicule. Et pourtant, c'est du 35 mm. Alors moi, je serai bref, parce que le film est très long, mais ça a un rapport avec le spectacle que vous allez découvrir dans quelques instants. Le film sort aux États-Unis en 70 mm. Alors qu'il est tourné en MGM Caméra 65. Eh bien, le 70 mm, c'est une pellicule photographique. Et donc, en passant du négatif au positif, en plus, c'était même un léger gonflage, un gonflage de 1,25 fois. C'est trop compliqué à expliquer. Mais les copies que l'on voyait dans les salles 70 mm, et j'en sais quelque chose, puisque j'ai une installation 70 mm chez moi, donc j'ai pu comparer avec la copie 35, eh bien, figurez-vous que la copie 70, qui est un gonflage, est aussi belle que les copies 35 tirées par le procédé Technicolor à imbibition. Parce que le Technicolor à imbibition, c'est de l'encre qui n'a pas de grain. Il n'y a pas de grain sur la copie. Et donc, on a une définition extraordinaire. Les copies 35 étaient tellement belles qu'elles furent un obstacle à la diffusion du 70 mm. En d'autres termes, les images que vous allez voir aujourd'hui sont extrêmement proches de la version originelle. Et ça, c'est quand même exceptionnel. Et c'est la plus belle copie belge. Pour le son, alors le Palace se dote de mois en mois de nouveaux procédés. Pas de nouveaux procédés, d'un procédé de plus dans leur cabine. Et pour la projection d'aujourd'hui, vous allez entendre un son immersif stéréophonique, un son qui va vous entourer de toutes parts, exactement comme à l'époque. Alors moi, j'ai retrouvé les caractéristiques techniques imposées par la MGM, et c'est ce que l'on respecte ici avec
une extrême rigueur. Et donc, vous êtes réellement des spectateurs privilégiés. Et merci pour votre présence. Mais dites-vous bien que ceux qui sont là, c'est comme les soldats de Napoléon. Ils diront après, j'étais fier d'être à la bataille d'Austerlitz. Vous serez fiers d'être au palace pour voir Ben-Hur. Merci. Avant de lancer le film, juste vous dire que la prochaine séance Club 35, ce sera le 22 mai. Ce sera The Pledge, un film de Sean Penn. Entre-temps, pour ceux qui aiment les projections en 35 mm, on montre un film samedi, le film de Thierry Demey, de Rosas Dance Rosas. Donc c'est samedi après-midi. Pour ceux qui aiment les films classiques, on a aussi dimanche Singing in the Rain, qui prend part aussi dans les projections liées à l'exposition. Il y en a encore plein d'autres que j'ai oubliés. Vous allez voir ça sur notre site internet. Et on vous y attend nombreux. Voilà, donc petit détail technique, il y aura un entracte, puisque le film dure 3h30. Je pense qu'il reste 75 minutes au moment où il y a l'entracte. Oui. Vous faites le calcul. Il y a un entracte et après, on vous présente... Excuse-moi, Eric. Vas-y. Non, il y a un entracte, mais il y a aussi les musiques comme à l'époque. Donc on a respecté avec beaucoup de rigueur, et moi je dis toujours avec une extrême rigueur. Je suis extrêmement difficile par rapport à cela. Vous allez découvrir Ben-Hur comme la MGM le voulait, avec 7 minutes de musique d'introduction, avec les sons immersifs, avec une copie Technicolor, etc., etc. Vous ne regretterez pas d'être venu. Voilà. Et donc l'entracte durera 10 minutes. Vous aurez le temps d'aller aux toilettes, vous aurez le temps de manger un morceau si vous en avez faim, pas dans la salle. Et puis après, on redémarre après 10 minutes. Voilà, bon film.